Salut à tous, vous écoutez MCU Talk, le podcast de Marvel Planet où on parle de cinéma et de télé. Avengers, X-Men, Defenders, pas de jaloux. 12 épisodes plus tard, Basile est toujours là. Salut Basile, ça va? Salut Paula, eh ben écoute, 12 épisodes plus tard, ça va toujours. Et Émilie aussi est avec nous pour nous filmer et rire à nos blagues. Ça va Émilie? Salut, ça va, merci. Donc installez-vous confortablement, c'est parti pour une petite heure en notre compagnie. Avant de commencer les news, on va parler d'un sujet très d'actualité qui n'a rien à voir avec le MCU, qui a à voir plutôt avec les comics, bref, qui a à voir avec Marvel, qui a à voir avec la représentation de la planète entière, de l'être humain dans son ensemble. C'est le petit bashing qu'a subi Heather Antos, qui est éditorialiste chez Marvel, qui contribue sur des comics et de Marvel et de Star Wars, qui serait sans grande surprise, 100% à l'origine, enfin, en tout cas celle qui sert de modèle pour Gwenpool. Bref, c'est une fille qui bosse chez Marvel et qui, la semaine dernière, a publié une photo d'elle avec ses copines de chez Marvel en train de manger un milkshake. Finalement, c'est une photo assez anodine que n'importe qui peut poster sur les réseaux sociaux quand tu passes un bon moment avec tes collègues. Et la pauvre, elle a subi des remarques, tout ce qu'il y a de plus stupide de la part de lecteurs de comics, disant que à cause d'elle et de toutes les femmes qui bossent chez Marvel, les comics ne ressemblent plus aux comics qu'ils avaient avant. Et je voulais en profiter pour dire que ces personnes-là sont vraiment très stupides et n'ont pas compris les comics. Parce que les comics, depuis toujours, ont toujours eu des messages politiques, ont toujours eu des messages sociétaux. Les X-Men étaient là pour accueillir tout le monde, toutes les minorités. Très clairement, si j'ai commencé les comics, si j'ai commencé les X-Men, c'est parce que j'étais à une période de ma vie où je me posais des questions sur moi-même. Et avec les X-Men, j'avais l'impression d'être en bonne famille et que ma différence n'en était pas une. Donc à toutes ces personnes qui pensent que les comics étaient mieux avant, que les comics ne sont pas pour les filles, vous pouvez arrêter d'écouter MCU Talk. Vous pouvez arrêter d'écouter Marvel Planet parce que... Vous pouvez arrêter de respirer, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi arrêter de respirer. Bref, parce que très clairement, vous n'êtes pas les bienvenus par ici. Et maintenant, sans transition, on va parler des news. Et on commence tout de suite avec Jessica Jones, avec une news très fraîche. Et on vient d'apprendre que J.R. Ramirez, que certains d'entre vous ont peut-être vu dans Arrow, et il vient de rejoindre le casting et il va jouer Oscar. Ça va être un nouveau voisin de Jessica Jones dans son immeuble, donc reste à savoir qu'est-ce qu'il va donner exactement et quelle va être son implication dans la vie de Jessica et est-ce qu'il va être, oui ou non, un personnage important. Est-ce qu'il va coucher avec elle? Est-ce qu'il va coucher avec elle? On ne sait pas. Toujours du côté de Netflix, Luke Cage, nous avons la confirmation. Oui, Lucy Liu est bien la réalisatrice du premier épisode de la saison 2. C'est quelque chose qu'on vous avait mentionné dans MCU Talk 11. Peut-être qu'elle va également diriger Mustafa Shakir, que vous avez vu... Ah bah non, c'est dans la série 2, la série 2, ce n'est pas encore sorti, c'est une série qui sort bientôt. Ou aussi Gabriel Dennis, bref, ce sont deux nouveaux acteurs qui viennent de rejoindre le casting et dont on ne connaît pas leur rôle. Toujours chez les Defenders, ça c'est pour le plus grand plaisir de Basile et de moi. Iron Fist a une saison 2, ça a été confirmé pendant la San Diego Comic Con. Donc dans cette saison 2, nouveau showrunner. On va dire bonjour à Raven Metzner. Ce nom ne vous dit peut-être pas quelque chose, mais si vous regardez sa bio, eh bien, il a été le scénariste du film Elektra. Ce nom est synonyme de souffrance. Ce nom est synonyme de souffrance. Mais bon, peut-être qu'il va pouvoir faire des trucs bien, notamment avec l'ajout de Mystic Knight dans cette saison. Est-ce que enfin on aurait l'agence d'enquêtrice entre elle et Colleen Liu, les filles du dragon? Ça serait marrant d'avoir les filles du dragon avant Hero Halo.
J'attends de voir le rôle d'Iron Fist dans The Defenders pour savoir si je Si peux t'as envie me de voir. permettre d'être un peu optimiste sur cette deuxième saison d'Iron Fist. Je dirais rien. En tout cas, il paraîtrait que le tournage de la saison 2 commencerait en décembre. Donc pour le moment, on va plutôt profiter de Defenders. On change de network maintenant, on va vous parler de The Inhumans. Un nouveau trailer est sorti, vous l'avez probablement vu. Un trailer qui nous parle pas de l'histoire plus en détail. On sait qu'il va y avoir ce qu'on savait déjà, des luttes de pouvoir dans la famille royale. On est toujours autant sidéré par ces cheveux moches, cette animation vraiment dégueulasse. Déjà, c'était la première fois qu'on les voyait en mouvement. Voilà, en C'est les beau. voyant en mouvement, c'est dit mince, c'est quand même le pouvoir d'un personnage central et c'est un peu dégueu. Je me dis que c'était peut-être, il y a peut-être encore du traitement post-prod à venir et qui C'est- pourrait changer les choses, on ne sait pas. Mais bon, en attendant, c'est compliqué. Par contre, nouvelle intéressante, il y a un crossover annoncé avec Agents of Shield, ce qui pourrait peut-être permettre de donner un peu un second souffle à Agents of Shield, Ouais, si Inhumans est une série à intéressant. la hauteur. Voilà. Et ça pourrait aussi expliquer comment les agents of Shield retournent sur Terre. Donc ils sont dans l'espace, ça se trouve ils vont se coller à côté d'Attilan et peut-être qu'ils vont... Enfin bref. On verra bien. Autre série, autre info. Côté des New Warriors, on connaît tout le casting. On a donc Milena Vaintrub, que vous avez vu dans Silicon Valley, qui sera Squirrel Girl. Derek Taylor, que vous avez peut-être vu dans Baby Daddy, sera Mr. Immortal. Kate Comer de The Comeback sera Debris. Matthew Moy, que vous avez peut-être vu enfin, entendu dans Steven Universe, sera Zach Smith, alias Microbe. Callum Worthy sera Speedball, ça on le savait déjà, mais on vous redonne la liste complète. Et Jeremy Tardy, que vous avez peut-être vu dans Dear White People, chouette série Netflix, sera Dwayne Taylor, alias Night Thrasher. Voilà, il y a enfin le casting complet de toute l'équipe des New Warriors. Il y a du nouveau aussi chez Runaways, une petite info. On sait simplement que la série va partager le même univers que les séries de Netflix. Ouais, c'est assez intéressant. Voilà, qu'est-ce que ça peut donner comme croisement, comme easter eggs, comme référence on ne sait pas, mais c'est intéressant de voir que des séries qui sont pas sur le même canal se font le lien. Après, ça peut tout et rien dire. Ils peuvent faire un vrai crossover comme Inhumain ou Agent of Shield, ou alors ça peut être juste une référence quand ils découvrent que leurs parents sont des meurtriers, assassins et autres, dire merde, faut qu'on appelle quelqu'un, appeler, je sais pas, l'avocat aveugle ou dans le genre, et puis finalement on a décidé de partir. Donc ça peut se limiter à juste ça et ça sera drôle mais un peu frustrant, ou un vrai crossover. Mais c'est intéressant quand même de voir que c'est pas parce que Hulu arrive comme étant un producteur d'une nouvelle série que ça va nous Ils font ce créer qu'ils veulent et qui voilà, et que ça va nous créer une nouvelle partie dans le MCU qui est assez fragmentée comme ça. L'info vraiment intéressante du moment, c'est qu'on a des infos sur Légion. Et on sait que la saison 2 aura 10 épisodes contre 8 pour la première. Donc, moi, vous me donnez plus de Légion, je prends. En plus, on apprend que Saïd Tagmaoui rejoint le casting et fera le Shadow King. Je valide 100% ce choix. Donc, Oui, mais qu'elle devient Aubrey Plaza elle est vaincue et... Morte. Ça veut dire qu'il n'y a plus Aubrey Plaza. Elle était quand même bien dans la saison 1. Elle était bien, mais c'est bien de changer. Non, mais j'ai rien contre elle. Le changement, je dis rien, je suis pas contre le changement, mais voilà, je me pose juste la question de est-ce que c'est la fin de Aubrey Peut-être que Plaza s'ils ont vaincu une version du Shadow King, du coup, ils sont obligés de changer d'acteur pour... Mais ça peut être très bien aussi de te dire que t'as toujours le même méchant, enfin, la même identité du méchant, mais que physiquement il change, que personnellement il change aussi, ça peut être intéressant. C'est une entité qui vit dans le cerveau des gens, enfin, je sais pas, le monde mental. En tout cas, voilà. Légion aura 2 épisodes de plus, et moi, ça me rend peu fort. On a fini pour les séries, et on va passer au cinéma. Donc la Fox, ils nous ont donné tout leur calendrier, il y a 6 nouvelles dates.
que l'on suppose qu'elles vont être liées à des franchises Marvel. Donc on a le 7 juin 2019, le 22 novembre 2019, le 13 mars 2020, le 26 juin 2020, le 5 octobre 2020 et le 5 mars 2021. On ne sait pas ce qu'il va y avoir comme film collé. Ah, si, on sait peut-être. Le showrunner justement de Légion a avoué pendant la Comic-Con de San Diego qu'il était en train de s'occuper d'un film sur Doctor Doom. Ça peut être cool. Ça peut être cool, effectivement. On aura tendance à avoir un peu peur parce que c'est associé à l'univers des 4 Fantastiques. Et nous, que c'est la Fox. On avait dit laisser les 4 Fantastiques tranquilles. Mais Doctor Doom, c'est plus large que ça. Enfin, dans un sens où à part lui-même est un personnage ultra intéressant à part entière. Donc ça peut être un autre moyen de retourner dans cet univers de manière plutôt sympa. Putain, ils peuvent faire un... Ça serait cool aussi d'avoir un film que sur un méchant. Qui du début jusqu'à la fin, c'est juste un méchant. Et il gagne. On n'a jamais vu les méchants gagner. Effectivement, parce que comme on sait qu'il va y avoir un film Venom mais qui va être contre Carnage, bah ouais, ça va être plus ça, un anti-héros qu'un méchant. Moi je veux un méchant, je veux voir un mec qui a servi la population de la Lead By. Ça peut être marrant. Bon, par contre, pour ton plus grand désespoir, il semblerait qu'il y a quand même un film, Les 4 Fantastiques, qui serait en discussion, et c'est un film centré sur les enfants. C'est chouette. Non. Que du bonheur, tout ce que j'aime. Tout ce que t'aimes. Ah, et j'ai oublié, il y a un autre truc aussi qu'ils ont dit. Bah, le film avec Gambit et Channing Tatum, et ben il est pas oublié. Super, hein? Stripper Gambit va peut-être revenir. Voilà. Et c'est à peu près tout pour la Fox. Sur ces bonnes notes. Merci de nous écouter. Et on enchaîne avec le gros du morceau Marvel, bien sûr, le MCU. On a regardé avec beaucoup d'attention le nouveau trailer de Thor Ragnarok. Oui! Et qui oui, s'est levé à très tôt? on a tous attendu une heure normale. 10 heures à peu près. Oh là là! Franchement, moi Vous êtes viré. j'ai été hyper hypé. Pourtant, je suis vraiment pas quelqu'un qui aime Thor. Pour moi, c'est les films peut-être les moins bien du MCU. C'est les moins bien du Enfin, MCU. disons dans les Avengers principaux. Et pourtant là, j'ai trouvé qu'ils avaient mis un gros coup de peinture fluo sur tout. Ils s'étaient vraiment lâchés. Ils avaient envoyé du fun. Ils avaient mis beaucoup de pop, un peu à la Gardien de la Galaxie. Je sais qu'il y a des gens à qui ça a pas plu. On dit ouais, c'est plus tard, c'est Gardien de la Galaxie. Moi j'ai trouvé ça top parce qu'il faut pas oublier que les Asgardiens, c'est pas des Vikings, c'est des aliens. Enfin, ouais. à un moment il faut faire ce lien-là. Ils sont en contact avec des aliens et du coup avec des vaisseaux spatiaux et les planches de Jack Kirby, elles sont ultra colorées. Mm. Il y a ça aussi. Après, moi j'aimais bien le côté, le traitement qu'avait fait Kenneth Branagh sur le premier, où c'était finalement un peu un héros shakespearien, parce que c'était justement, il voulait appuyer sur le côté Dieu. J'avais trouvé ça intéressant, même s'il fallait quand même reconnaître que le film était moins bien, que le 2, il essaye de reprendre un peu ce qu'il y avait dans le 1, mais pas trop, parce que le 1, ça avait pas plu. Le 2 a pas réussi à intégrer la partie fantasy dedans. Le 2 a essayé de faire plein de choses et finalement pas trop prendre de risques. Et là, je trouve que Taika Waititi, il y va à fond, et même dans sa manière de communiquer, dans sa manière d'être, il a été quand même à la Comic-Con de San Diego avec un ensemble ananas. Et qui est de toute beauté et qui prend une photo de Cate Blanchett en disant c'était super d'avoir tourné avec Naomi Watts. Tu sens que le mec est drôle, ou en tout cas c'est ce qu'il veut représenter. Il a voulu faire un film drôle, il a voulu surtout décomplexer Thor, et je trouve ça vachement cool. Là on part vraiment sur un buddy movie finalement avec Thor et Hulk. C'est ce qu'il avait dit. Qui sont des potes, et il l'avait annoncé et du coup voilà, il l'a annoncé. Si moi je suis pas gêné par le choix d'un genre différent tant que le genre est bien fait, donc s'il le maîtrise. Hulk a l'air de prendre quand même vachement d'intérêt. Il faut quand même rappeler que c'est le seul héros qui a pas vraiment sa série de films à lui, parce que c'est Universal. Les films Hulk d'avant sont quand même pas... Puis en fait Marvel Studios a pas les droits. Voilà, et puis ils sont pas avec Mark Ruffalo, etc. Donc là, de voir un film aussi où Hulk a une vraie place et pas juste le géant vert, je trouve que c'est intéressant, et voilà. J'ai une grosse envie de le voir, ce qui m'étonne moi-même.
Et il y a un autre truc aussi qui est intéressant, c'est que ce film n'est pas que drôle, il a pas oublié, ça se voit bien dans la bande-annonce, il a pas oublié de nous montrer du dramatique, il a pas oublié de nous montrer qu'il va y avoir une vraie menace, et je trouve ça, de mon point de vue, ultra intéressant que ça, c'est représenté par des femmes. Et là, faut pas enfin, c'est pas anodin, ça va être la première femme méchante dans un film du MCU. On a aussi la première femme méchante dans une série du MCU, qui est Alexandra chez les Defenders. On a vu aussi Aïda, enfin, on en revient, c'est un peu le 2017, c'est l'année de la meuf, les gars. Hein. Et en plus, si elles boivent du milkshake, pardon. Mais rien que les trois pauvres scènes où on voit, et là, même les trois pauvres scènes où on voit Valkyrie, bah, toute la badasserie qu'il va y avoir dans ce film, ça va être interprété par elle, et c'est cool de enlever ça à Thor, pour que Thor soit plus cool, plus drôle, et... Donc voilà, donc j'ai trouvé qu'en 2 minutes, c'était banco et j'ai envie tellement de le voir. Tu viendras avec nous, Émilie ? Bien sûr. Ouais. Autre film du MCU, bien sûr, c'est Avengers 3 Infinity War. Alors, on l'attend tous avec impatience. Fait chier ce film. On l'attend depuis 10 ans, tout va bien. Quelques infos triées sur le volet. Paula vous a fait un article récap de toutes les infos rumeurs. On va vous en donner quelques-unes qui nous paraissent plus importantes. Il faut savoir que donc les Gardiens de la Galaxie viendront prêter main forte aux Avengers. Et il faut savoir que du coup, il y a un saut de 4 ans entre Gardiens de la Galaxie 2 et Avengers 3. Ce qui a probablement amené des choses différentes dans les relations avec les personnages. Groot aura repris un peu de vigueur. Mantis sera sûrement une gardienne à part entière. Elle sera mieux intégrée, ça sera plus la nouvelle qui découvre l'espace avec les gardiens. Ça fait 4 ans qu'elle est à bord du Milano. Que sera devenue la tension sexuelle entre Star-Lord et Gamora. Gamora, on ne sait pas, mais en tout cas voilà, ça va permettre de faire avancer un peu plus vite le développement des personnages. C'est une bonne chose parce qu'ils n'ont pas avancé énormément, ils ont avancé un petit peu dans Gardien de la Galaxie 2, mais c'est en mois ce qui se passe. Mais voilà, ça se passe rapidement, donc du coup faire cette petite ellipse ce sera pas mal. Et pour Nebula aussi, ça peut être très intéressant. Parce qu'à la fin du 2, elle dit qu'elle va chercher... qu'elle va tuer Thanos. Donc qu'est-ce qu'elle a fait pendant 4 ans ? Voilà. Est-ce qu'elle s'est créée un groupe de meufs pour allier plein de meufs Est-ce que du coup elle va venir aussi se battre sur Terre ? Est-ce qu'elle sera finalement revenue du côté de Thanos ? On sait pas. On sait pas. Voilà, il va y avoir pas mal de développements qui vont être possibles pendant ces 4 ans, ça va être intéressant. Reste à savoir s'ils auront leur place avec tous les personnages qu'il va y avoir. Les 70 personnages, donc ça fait moins de 3 minutes par personnage vu la durée du film. Voilà. On va moins parler qu'Emily dans cet épisode. Si on cherche bien. Et plus que Groot. On a une info un peu rigolote. On sait que les nouveaux bros, ça va être Thor et Star-Lord qui vont être super potes dans Infinity War. Pourquoi pas, je me dis que ça peut être un duo rigolo. Il faut toujours un peu de duo rigolo. Enfin, de toute façon, si vous aimez pas les moments rigolos, lâchez Marvel, allez voir des trucs faussement sérieux chez DC et laissez-nous nous amuser. Voilà, donc a priori, ça va être eux un peu les comiques de la bande dans Infinity War. On a des infos sur Spider-Man. On sait qu'il aura acquis son sens araignée entre Spider-Man Homecoming. Ça se trouve, il l'a déjà, mais ça m'a été montré. En tout cas, là, ça sera montré. Il l'aura vraiment au max, on dira. Oui. Parce que peut-être que ses super réflexes, effectivement, sont déjà du sens d'araignée. Mais on y reviendra. Et qu'il aura également son Iron Suit qu'on aperçoit dans Spider-Man Homecoming. Des infos côté méchant, parce qu'il ne faut pas oublier quand même Thanos qu'on attend depuis un moment. Thanos et son Black Order. On sait effectivement qu'il ne viendra pas tout seul, et on le sait aussi qu'il mettra la main sur l'Infinity Stone de la réalité, donc, et qu'a priori, elle sera la pierre la plus importante du film. Donc juste pour rappel, l'Infinity Stone de la réalité, c'est l'éther qu'on voit dans Thor The Dark World, et qui, aux dernières nouvelles, était aux mains du collectionneur dans Les Gardiens. Enfin, en gros, c'est la scène post-générique de Thor qui a introduit les gardiens. Mais comme dans les gardiens, toute la cave de collectionneur explose, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Attends, mais t'imagines, s'il met la main sur la pierre de la réalité et qu'il sait s'en servir,
Ça va être un énorme bordel. Hein. On va nous mettre des mondes parallèles, des hallucinations, des rêves, des machins qui apprennent machin pour machin. Et oui, ça va être un joli bordel. Déjà que on avait eu plus ou moins ça dans Age of Ultron avec les pouvoirs de Wanda. C'était assez rapide, mais ça faisait quand même son effet. Mais ça amène une vraie menace, c'est intéressant. Thanos ne sera pas juste un gars qui donne des coups de poing. Ouais. On s'en doutait, mais... Il détruit dans les petites images qui ont été montrées, il arrive quand même à détruire une planète. Le mec, il arrive, fait « Je suis Thanos et je détruis des planètes !» Tu viendras me voir avec nous, C'est des Émilie petites planètes. Oui, je viendrai. En tout cas, comme vous, on attend le trailer avec impatience. On mise une pièce sur octobre 2017. Ce serait 7 mois avant la sortie du film. Et ça correspond à peu près au timing de tous les films du MCU pour la sortie des trailers. Octobre-novembre. Ils peuvent essayer de troller Justice League, qui sort en novembre. Ce serait drôle. Dans un film tout aussi éloigné, mais dont le tournage a déjà commencé, Ant-Man and the Wasp, donc Ant-Man 2. Randall Park, que vous avez peut-être vu dans Whip ou dans Crazy Amy, a rejoint le casting et il sera un agent du SHIELD. Le SHIELD n'est pas mort dans le MCU. Bref, c'est un peu à n'y rien comprendre, mais c'est pas grave. On a vu aussi sur le tournage Taiki Waititi. Donc c'est assez marrant de voir qu'il vient s'amuser avec Peyton Reed alors qu'ils sont déjà très très potes sur les réseaux sociaux et qu'ils n'arrêtent pas de s'amuser et de s'envoyer des vannes. Je ne sais pas s'il va influencer un peu le travail de Peyton Reed ou si un des personnages qu'il a utilisé dans Thor sera dans Ant-Man and the Wasp, mais moi je trouve ça cool de les voir tous ensemble avec lui, James Gunn. Ant-Man étant aussi dans les personnages les plus penchés sur l'humour, il pourrait y mettre sa touche, ça pourrait bien marcher. Petite info concernant Captain Marvel, parce que non, on ne fera pas un épisode de MCU Talk sans parler de Captain Marvel. C'est confirmé, Nick Fury est bien dans le film Captain Marvel. Et aussi, on en sait un peu plus sur l'histoire. Ça va se passer dans les années 90, donc c'est finalement le premier film du MCU, en termes d'histoire complète. Et Carol Danvers va affronter les Skrulls. Depuis le temps qu'on voulait voir des Skrulls. Ouais, mais c'est assez cool parce que les Skrulls, ça appartenait en fait à la Fox, vu que ça a été vu dans les 4 Fantastiques. C'est pour ça aussi que dans Avengers, on a eu les Chitauri, parce que les Chitauri, c'est une création qui a été faite dans l'univers Ultimate. C'était finalement l'équivalent des Skrulls, enfin bref, voilà. Alors que les Chitauri sont vachement moins intéressants que les Skrulls, tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que ça va être cette info, elle est à la fois très très cool, mais elle pose plein de questions. Est-ce que ce film, ça va être une adaptation de la guerre secrète Kree Skrull? Donc d'une certaine manière, on risque de ne pas voir Marvel, mais parce que est-ce que Carol Danvers devient directement Marvel et il n'y a pas le premier Captain Marvel? Et surtout, j'ai eu un peu une illumination l'autre fois en travaillant. Mais Nick Fury dans Avengers, il dit, en parlant de Thor et de Loki, oui, parce que comme on a découvert qu'on n'était pas seul dans l'univers, il faut qu'on s'arme. Bah ouais, mais pourquoi il dit ça dans les années 2010 s'il a déjà vu les Skrulls dans les années 90? Donc la réponse que j'ai... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais après la réponse que tout le monde m'a dit c'est un espion, et les espions, ça ment. Donc, est-ce qu'il mentait? Est-ce qu'il parlait juste du monde, parce que le monde a découvert les aliens, mais alors que lui, il connaissait déjà? Enfin, je trouve ça à la fois tellement bien, tellement... Oh, Basile, Emily, je veux voir le film maintenant. En tout cas, j'aime bien ce côté retour dans les années 90. C'est un truc qui est un peu à la mode, mine de rien, parce qu'on a eu le côté rétro aussi dans les derniers X-Men. C'était peut-être le seul truc qu'on pouvait sauver des derniers X-Men, c'était le côté rétro qui était sympa. Du coup, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire au milieu des Walkman, des télé cathodiques. Mais ouais, mais est-ce que ça va être sur Terre ou non? Enfin, ça se trouve, ça va être 100% dans l'espace. C'est juste une... Enfin... S'il y a Nick Fury, il faut que ce soit un minimum sur Terre. Ouais, je sais pas. J'ai trop de questions. J'ai trop de questions. Et on va boucler les news avec une rapide info de chez Sony. Donc on a des premières infos pour Spider-Man Homecoming 2. A priori, l'intrigue pourrait démarrer quelques minutes seulement après Avengers 4.
Sachant qu'on a très peu d'infos sur Avengers Avengers 4, mais on tenait à vous le dire, voilà, parce qu'on est dans le MCU Talk sur Spider-Man, donc on s'est dit On allait en parler. Le film étant attendu pour 2019, ça a le temps de se préciser dans tous les cas. Oui. Eh bien, on a fait le tour des news, c'est donc l'heure de passer au sujet principal, Spider-Man Homecoming. Un film tout pété. Non. Hey, Peter, you coming tonight? I can't tonight. I got the Stark internship. What's up, guys? Mr. Stark, here's my report for tonight. I stopped a Grand Theft bicycle. Hey, could you do me a favor? Hold on to that. Is this anybody's bike? Oh, I helped this old lady and she bought me a churro. So, that was nice. I just feel like I could be doing more. Wait a minute. You guys aren't the real Avengers. Hulk gives it away. New move I'm working on? Not bad. Oh, God, this feels so strange. These weapons are crazy dangerous. Listen, Peter, there are people who handle this sort of thing. Can't you just be a friendly neighborhood Spider-Man? Non mais un film tout pété, j'exagère. Il y a quand même des trucs à peu près bien. Bah, j'espère bien que t'exagères, parce que moi je trouve que c'est quand même un Marvel pas mal du tout. Souviens-toi, les Amazing Spider-Man. Souviens-toi. Non, non, j'ai pas vraiment envie de me souvenir de Amazing Spider-Man. Non, mais oui, il y a un très bon Peter Parker. Ça, c'est le premier point, effectivement. Je pense que qu'on soit grand fan de Marvel ou simplement à connaître un petit peu Spider-Man, tout le monde devrait être d'accord pour dire que Tom Holland fait quand même vachement bien le boulot en Peter Parker. Ouais, et ce qu'il y a de bien, c'est que t'es pas obligé de connaître Spider-Man, t'es pas obligé de connaître comment le personnage a été écrit dans les comics, comment il était au tout début. Tu vois juste un gamin, en fait, ça revient à un gamin moderne. Enfin, toute la scène d'introduction où il est en train de se filmer et parce qu'il va en Allemagne, quand il est encore en train de parler, en train de faire son vlog, alors il dit là-bas il y a Captain America, ah attendez, il faut que j'y aille et je vais lui voler son bouclier. Enfin, tout ça, je trouve que c'était une très bonne scène d'introduction parce que ça a permis de raccrocher les wagons avec Captain America Civil War, et aussi c'était une très bonne manière de montrer d'où partait le personnage. Et le personnage part de c'est juste un gamin qui a eu des super pouvoirs, on ne sait pas trop comment, enfin, si on le sait parce qu'on connaît l'histoire, mais qui a un costume, maintenant qui a un costume trop bien, parce qu'il savait pas qu'il allait avoir un costume trop bien, et il est ultra enthousiaste, enfin voilà, c'est juste un ado survitaminé, et ça, déjà ça fait du bien, parce qu'on, pour le moment, tout ce qu'on a vu chez Marvel, c'était que des adultes. C'est surtout un Spider-Man qui est, je trouve, le parfait équilibre entre le Spider-Man, enfin le Peter Parker de Sam Raimi avec son côté loser, et le Amazing Andrew Garfield qui fait du skateboard et qui a trop la classe. Ouais. Et je trouve que là il a bien résolu l'équation des deux, c'est que c'est vraiment un petit geek hein, qui est fan de science, qui construit l'étoile de la mort en Lego et tout, mais c'est pas pour autant qu'il est, c'est pas un survictimisé, que tout le monde le déteste et que... Non, parce que la seule personne qui le déteste, c'est Flash, et Flash est plus ridicule qu'autre chose au final. Oui, puis il le martyrise pas avec le cliché, je l'enferme dans un casier et il est plus bête et méchant, mais enfin ce qui est pas très agréable pour un ado non plus, mais c'est pas... Disons que si il devait en venir aux mains, même sans ses pouvoirs, c'est pas Flash qui va gagner. Le grand méchant qui lui éclate la tête. Non, parce que même Flash est un gringalet par rapport au Flash qu'on a dans les comics. Et puis voilà, c'était tout. Bon, et on va plier bagage parce que tout le reste, c'est tout pété. Très bien. Alors je vais du coup entamer mon monologue, ma dissertation de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est moins bien. Bah, déjà, on en parle depuis le début de l'émission. Dans Marvel, quand même, dans le MCU, il y a de l'humour. C'est quand même un des personnages avec qui l'humour fonctionne le mieux. Les blagues avec Captain America sont parfois un peu moyennes. Moi, j'ai pas trop aimé l'humour dans Doctor Strange. Je trouvais que là, ça fonctionnait un peu moins que dans d'autres. Ça m'a pas dérangé plus que ça, mais je trouvais que ça fonctionnait un peu moins bien. Et ben là, franchement, voilà, ça marche bien. On a quand même aussi une écriture qui tient la route.
Effectivement, on savait qu'on n'avait pas une origin story, mais ils ont quand même bien évité l'origin story tout en glissant les petites choses qu'il fallait glisser. Ouais. La mort de voilà, l'oncle Ben. donc la mort de l'oncle Ben est évoquée, l'araignée radioactive Est évoqué est aussi. évoquée aussi. On n'a pas la phrase magique un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais c'est sous-entendu dans sa relation avec Iron Man. Donc il y a quand même justement cet équilibre de euh, par rapport au matériau de base sans faire l'origin story est quand même bien fichu. Donc déjà un bon travail pour les scénaristes. Il y a quand même un autre truc qu'il faut dire, c'est qu'on a un très 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 bon méchant, je trouve. Pas forcément visuellement ou machin, mais parce qu'on a un méchant qui a un peu plus de matière. Il a plus de matière qu'un Ultron, il a plus de matière que le méchant de Civil War, il a plus de matière que le méchant de Doctor Strange, parce que on voit que c'est un mec qui a été brisé par Damage Control, on sait comment il récupère les matériaux extraterrestres, on voit un petit peu de sa vie personnelle, ce qui rajoute un peu de tour, et c'est pas juste je suis méchant, je vais En fait, conquérir le monde. Oui, mais c'est le seul qui veut pas détruire le monde, qui veut pas le conquérir, il veut juste se faire de l'argent. C'est vrai que ça change. C'est vrai que c'est bien parce que ça permet à peu près de comprendre ses motivations. Et d'une certaine manière, il fait un peu penser à Wilson Fisk dans la série Daredevil. Mhm. Parce que même Wilson Fisk, il veut pas conquérir le monde, il veut pas conquérir New York, il veut juste faire de Hell's Kitchen le meilleur endroit sur Terre. Mais malgré ça, j'ai pas trouvé ça bien. J'ai pas réussi à me dire c'est un vrai grand méchant. Ou c'est un méchant qui vaut le coup. C'est un méchant dont t'as un intérêt. Enfin, Bah, je suis vraiment ça sur ce dépend coup-là, si tu je suis juges le assez méchant con. par rapport à la menace qu'il représente. Dans ce cas-là, Ultron est un meilleur méchant. Ouais. Ou si tu regardes par rapport à la profondeur et le pourquoi il devient méchant, qu'est-ce qui l'amène à faire ce qu'il fait et où est-ce qu'il peut aller ultérieurement. Même ça, j'ai trouvé que c'était trop simple ou trop bâclé. J'ai un peu de mal à exprimer pourquoi j'ai pas aimé le vautour. C'est pas de la faute de Michael Keaton, c'est pas de la faute du costume, parce que le costume est dingue, les ailes fait un peu en briquet de broc, Ouais. tu te demandes comment ça tient, c'est vachement bien. Ça, c'est un bon point, hein, parce qu'ils auraient vite pu tomber dans un costume d'oiseau synthétique Voilà. tout moche. Et ça, c'est un truc qui m'avait marqué, c'est que quand on voyait les bandes annonces, je trouvais le peu qu'on avait vu de ces ailes, je les trouvais magnifiques. Quand je les ai vues en vrai, je me suis dit, mais en fait, c'est juste de la enfin, c'est juste de la ferraille qui tient. Il y avait moins ce côté magnifique par rapport au trailer, mais ça fonctionnait encore mieux. Parce que ça se voit que le mec qui bricole toutes les armes, il bricole vraiment n'importe comment. Tu te demandes comment il fait pour se dire, tiens, si en faisant ça, en prenant 3 courts-circuits, ça va faire un truc. Même ça, ça n'a pas été gênant. Et juste, j'ai pas senti que ça allait être une vraie menace. J'ai pas senti quelque chose qui allait faire que... Il aurait peut-être fallu un accident plus important avec les armes ou quelque chose comme ça pour toi. Peut-être. Ok. Parce que même ce qui fait que Peter Parker, ce que Spider-Man s'intéresse au vautour et d'une certaine manière au choker, c'est cette pauvre vente qui est sous le pont. Mais là aussi, mais ça a aussi ce côté finalement bien parce que c'est un truc réel. C'est réel qu'il y ait des ventes d'armes qui se passent sous des ponts avec des mecs losers, et finalement c'était ça qu'on voulait aussi pour Spider-Man, et c'est ce qu'ils ont aussi montré, c'est que c'est le gentil mec du quartier qui essaye de juste améliorer son quartier, et voilà, il empêche des braquages de banque. Jamais on ira voir Captain America ou Iron Man juste s'occuper d'un simple braquage de banque. En même temps, Captain America a le temps d'enregistrer des vidéos sur les cours de ligne, donc... Oui. ou de troller les gens qui restent jusqu'à la fin. Mais ça, c'est un truc sympa du film. Les petites vidéos de Captain America, elles sont quand même bien chouettes. Non, mais après, je comprends effectivement que le méchant, l'enjeu étant très différent, étant beaucoup plus minime que ce qu'on a vu d'habitude, ça peut être plus compliqué pour le prendre au sérieux.
Autre point, je prends mes notes pour pas trop perdre le fil. Un point de détail, il y a une BO qui est cool. Dedans, il y a les Rolling Stones, il y a les Ramones, il y a Kenneth Heat. Voilà, moi qui suis très elle est vraiment très cool. rock'n'roll dans ma musique, je trouve que c'est sympa, que ça fait pas vieillot et ça montre que voilà, enfin c'est des gros tubes que tout le monde connaît. C'est le contexte aujourd'hui, les vieux morceaux de rock. Souvent c'est des BO qu'on voit plus dans des films qui jouent sur le côté un peu rétro. Ouais. Gardien de la Galaxie, c'est parce que c'est sa mère qui lui a donné le machin et tout. Là, dans un film très très contemporain, les morceaux de rock sont vraiment bien intégrés. Et c'est quand même assez chouette. Voilà. Mais bon, c'est quand même un film qui a ses défauts. Là, je vais rentrer dans la partie où je vais plus te rejoindre. Du coup, tu pourras continuer avec moi. Il y a une love affaire qui est inintéressante. À peu près. Elle est là pour montrer un peu qu'il doit faire des sacrifices dans sa vie, mais enfin, en fait, il la sacrifie pas vraiment parce ouais. que c'était plutôt il en était amoureux d'elle. Elle montre un intérêt mais sans plus. C'est pas comme si du début jusqu'à la fin que comme c'est une amourette d'ado, voilà. c'est pas bien grave. Il y a des scènes que j'ai bien aimées. Mais attends, non, on va juste continuer dans ce qui était tout pourri. Tu veux parler de Michel, c'est ça? Non, avant je vais parler de Ned, le super pote de Peter Parker. Il est juste insupportable, du début jusqu'à la fin. Oui, mais il est fait pour être comme ça. Donc moi, ça me... Mais j'avais envie de le gifler. Pour moi, c'est pas un défaut du film, il est fait pour être insupportable. Mais comment tu peux écrire un personnage qui est censé être le meilleur ami de ton héros, que t'es censé être... Finalement, t'es censé apprécier aussi. Comment tu peux écrire un personnage qu'il va juste être insupportable? Y a rien qui va. Ça va jusqu'au moment où il découvre que Peter Parker est Spider-Man. À partir de ce moment-là, c'est plus possible. Bah écoute, moi j'ai trouvé que c'était pourtant, pour ajouter de l'humour et... J'adore les trucs d'ado, hein. C'est pas parce qu'il faisait trop ado, mais juste là... Ouais, on a compris, t'aimes pas les gros. Non, c'est faux parce que j'adore Gank dans Ultimate Spider-Man et finalement Ned est inspiré de Gank. Mais là... il m'a saoulé. Ouais. En fait, c'est vraiment la partie lycée finalement dans les défauts qui nous ont plus gavé. Parce qu'après, le troisième personnage qui nous a gavé, c'est Michel. Oui, alors, et même là, par contre, c'est un autre truc. C'est ok, elle est là dans toutes les scènes, tu comprends pas pourquoi, elle a l'air pas heureuse et autres. Mais ça pouvait passer. Moi, ce qui m'a plus dérangé, c'est nous dire non, Michel n'est pas MJ. Non, Michel n'est pas MJ. Ok, on s'y est fait et ça m'allait. Pourquoi finir sur ça? Pourquoi finir sur elle qui dit ah, tous mes amis, meuf, t'as juste pas d'amis du début jusqu'à la fin, on sait pas d'où tu viens et eux. Pourquoi dire ah, bah si vous voulez, vous pouvez m'appeler MJ? Ça ne sert à rien, on n'avait pas besoin de ça. Ouais. Ils avaient décidé. Elle a une caution un peu rigolote à envoyer des casses de temps en temps. Effectivement, ça aurait dû rester un personnage. Ça aurait dû rester le personnage qui fait des pics au 3e degré et autres. Là, on sait déjà qu'il va la sauver dans le 2 et qu'il va se passer un truc entre eux. Quoi. Voilà. Enfin, j'exagère, mais... Non, mais c'est ça. Ils ont tellement voulu revoir un peu les origines de Spider-Man, ne pas refaire comme le 1, ne pas refaire comme le Amazing où justement on n'a pas Gwen Stacy. Eh ben, allez-y à fond, faites le personnage de Michel, ne faites pas un Michel qui est un faux MJ parce que finalement, eh ben, j'avais pas envie. Enfin, moi personnellement, je n'avais pas envie. J'aurais pu très bien avoir un Spider-Man sans Mary Jane Watson. Et c'est là où, pour moi, ça a eu le plus gros souci et comme c'est un peu la fin, j'ai vraiment, et on finit là-dessus. Donc, c'était pas... Quand j'ai préparé l'enregistrement, là, j'ai regardé aussi le Spider-Man 2 de Sam Raimi, notamment pour toute une analyse sur les scènes d'action. En fait, j'ai comparé la scène de l'avion de fin de Spider-Man Homecoming avec la scène du métro face à Dr. Octopus dans Spider-Man 2. Et en fait... la scène de Spider-Man 2, elle est quand même 10 000 fois mieux réalisée que celle de l'avion. C'est assez hallucinant. Parce qu'en fait, dans celui de Sam Raimi, t'as un méchant qui lui aussi fonctionne, est pas impacté par la gravité. Mais ce qui est aussi le cas du Goto. Et en fait, dans le Spider-Man de Sam Raimi,
Ils se battent sur le toit du métro, ils se battent sur les côtés du métro, ils se battent dans le métro. Et il y a tout un système de rotation autour du métro. En gros, il y a des plans vraiment très chouettes, des mouvements de caméra très beaux parce que il y a des moments où la caméra se plaque contre le métro parce qu'il y a un métro qui arrive en face, etc. Il y a des plans très larges pour que tu te rendes bien compte que le métro arrive très vite. Et après, à côté, j'ai re-regardé la scène de l'avion. Ouais. Et au fait, la scène de l'avion, c'est juste le bordel hallucinant. Ça m'avait déjà gêné quand j'avais vu le film. Et je m'étais dit, est-ce que c'est juste moi qui suis fatigué et qui capte pas bien, ou est-ce que la scène est mal foutue? Non, la scène est vraiment mal foutue en fait. Avec cette espèce d'avion qui clignote, déjà ça gêne tout. Et ensuite c'est que des mouvements, c'est des cuts hyper rapides. T'as des mouvements dans tous les sens, tu comprends rien. Et du coup en fait, à part le moment où un moment il est accroché avec sa toile derrière l'avion, après quand il est sur l'avion, tu te rends pas compte qu'il est en l'air. Et ça manque par exemple d'un plan très très large ou d'un plan du dessus où tu te prendrais compte vraiment de la dimension du risque et de l'avantage stratégique du vautour à être un ennemi volant. Et je trouve que c'est dommage parce que cette scène de fin, elle est vraiment pas très chouette. Alors qu'en comparaison, la petite scène de l'attaque du distributeur de billets, Et vachement bien. elle est vachement rigolote parce que des moments où la caméra est à l'envers quand lui est au plafond, il y a des mouvements qui le suivent un peu plus. Et là où vraiment il y a quelque chose qui reste supérieur dans les anciens Spider-Man, c'est vraiment les mouvements de caméra par rapport pour qu'il donne vraiment de l'amplitude au héros, parce que il y a aussi beaucoup de scènes dans les anciens où il fait le balancier en se déplaçant dans les buildings, etc. On a moins ça quand même. Et oui, là on l'a moins, mais du coup on a un film qui est quand même, qui fait pas des erreurs de montage ou de réalisation, mais qui quand même embrasse pas toute la facette du personnage et c'est après coup, au début il y avait que la scène de l'avion qui m'avait vraiment gêné, et après coup je me dis c'est dommage, ils ont pas assez exploité, ils l'ont filmé un peu trop comme n'importe quel héros, à part, enfin le seul souvenir que j'ai où il y a vraiment une marque, c'est le braquage des distributeurs de banque. Mais finalement, justement, comme t'en parles, j'ai l'impression qu'on voit plus Spider-Man, mais lui tout seul, tout ce qu'il est capable de faire et sa manière de bouger, parce qu'on sait que Tom Holland c'est un gymnaste, qu'il avait été pris pour ça. Enfin voilà, il a l'air de sauter partout dans ses vidéos sur Instagram, et j'ai l'impression qu'il voulait plus montrer que c'était un peu vraiment le travail de Tom Holland, que c'était vraiment un bon Spider-Man et que c'était pour ça. Et le montrer, lui, ce qu'il pouvait faire sans avoir à avoir sa toile, sans avoir à se balancer. Enfin, ouais, mais si tu mais en effet, c'est pas suffisant parce que Spider-Man, normalement, il s'accroche à toutes les façades, même à la tour sombre ou des trucs dans le genre. C'est pas Emily. Oui, absolument. Faudrait que je re-regarde la scène du bateau, mais tu vois, j'ai l'impression que par exemple dans le bateau, c'est des bras. Il bouge ses bras. Il fait pas grand-chose, non, voilà. Il bouge les bras, ouais. Il y a très peu de mouvements. Et oui, voilà. ça accroche à rien. Et c'est pas dire que que la scène du bateau elle est ratée, mais elle est moins spectaculaire. Elle est moins spectaculaire. Si, elle est ratée, le bateau il flotte. Ouais, c'est sûr. Et ça par contre, ils ont pas compris comment. C'est pas du tout crédible. Ils ont pas compris comment flotter un bateau. Bah quoi? Tu le coupes en deux, il flotte quand même. Et après tu le recolles, il refait. Ouais. Mais il y a aussi une autre scène qui était chouette, qui est une scène très courte, mais moi j'ai trouvé bien faite, c'est quand il est coincé sous les décombres. T'as un côté, enfin vraiment vulnérable, un peu, presque résigné de dire, ouais, en fait, je suis trop nul, je vais mourir. Enfin, c'est vraiment un tout petit détail du film, mais ça, j'ai trouvé que c'était bien fait. C'est comme n'importe quel ado qui réagit. Enfin, si ça avait été Iron Man ou Captain America sous les décombres, ça aurait été, vas-y, tu peux le faire. Là, c'était un ado, enfin, ça, c'est là, ouais, c'est ça qui est très bien, c'est que c'est un ado et il dit, je vais crever comme une merde et que quelqu'un m'aide. Moi, c'est là où que j'ai, enfin, une scène aussi que j'ai trouvé vachement bien, j'ai trouvé que c'était très juste. Et je me suis quand même dit, tout ça, c'est de la faute d'Iron Man. Mais finalement, si tu regardes, du début jusqu'à la fin, c'est quand même la faute d'Iron Man. Oui, qui veut pas prendre ses appels, il veut pas prendre ses appels. Il l'envoie quand même en Allemagne en disant, tiens, tu vas quand même te battre contre soit des militaires, soit des gars qui ont des bras en métal, soit des gens qui ont des super pouvoirs, enfin surtout contre des adultes. Puis une fois qu'on t'a montré ça, qu'on t'a montré un peu Noël, tiens, tu vas revenir, et puis ça va être un peu carême pendant toute ta vie.
Et c'est tellement pas logique. Et après, il peut pas lui demander, bah vas-y, va juste au lycée et... T'as vu ma Super PlayStation 4? Tiens, voilà une Game Boy. Ouais, voilà, enfin, oui, c'est ça. Et j'ai trouvé que, bah, pour le coup, ça a été très, très mal fait. Et c'est dommage parce que quand il est avec lui, tu sens quand même qu'il a envie d'être un mentor, tu sens qu'il dit les bons trucs, mais il est pas là. Donc après, c'est bien aussi qu'il soit pas là dans le film, parce que ça aurait été un vrai... Et puis c'est relativement cohérent avec Tony Stark aussi. Voilà. De se dire, il a utilisé Spider-Man quand il en avait besoin, et après, il a fait... Sauf que bah, tu peux pas faire ça, c'est un ado. Oui. C'est juste pas possible. Donc quand même, du début jusqu'à la fin, j'ai un peu envie de dire... Tony Stark n'est pas un père idéal, donc... C'est de la faute de Tony Stark. Puis alors, il nous a collé Happy... Il avait besoin d'argent, Jon Favreau? Comment ça se passe? Pourtant, il prépare... Le Roi Lion. Ouais, c'est ça. Et puis, il a fait le livre de la jungle. Ils lui ont pas donné assez d'argent chez Disney. En même temps, Gwyneth, elle avait besoin d'argent. Gwyneth aussi, elle avait besoin d'argent. On fait quoi? On fait pas. Ok, salut. Attends, je vais t'épouser. T'as l'impression que c'était Domenech après la finale ratée de l'Euro. J'avais pas pensé à ça. Ah, t'avais pas pensé à ça, mais moi, quand je l'ai vu, je fais, ok, un petit effet Domenech et Estelle, donc je voulais te dire, veux-tu m'épouser? Bon, sinon, je viens juste de rater l'Euro ou la Coupe du Monde, je sais plus ce que c'était, mais... Non! Ouais, non, il a besoin d'argent, ces gens-là. Ouais, mais voilà. En tout cas, en fait, je vais essayer de me faire un montage perso où je vais mettre les scènes de Peter Parker avec Tom Holland et puis les scènes d'action de Spider-Man 2 de Sam Raimi, et puis là j'aurai peut-être mon Spider-Man parfait, parce que c'est vraiment ouais, s'il faudrait faire un peu un gros plus et un gros moins, c'est vraiment Tom Holland est vraiment parfait, et après bah, le film il est très bateau, et du coup comme il est très classique, les faiblesses sautent un peu plus aux yeux, quoi. Oui, et puis on commence aussi à avoir l'habitude. Ouais, bah c'est ça, mais aujourd'hui on est aussi plus exigeant, effectivement. Moi, dans les notes, j'ai noté que c'était un film apéro. C'est un film pour te faire patienter en attendant Avengers, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il est sympa, mais il fait pas avancer l'histoire. Et puis quand je suis sorti de la séance, j'étais vraiment hyper enthousiaste. Et puis maintenant, je me dis, qu'est-ce que je me souviens? J'ai quand même dû me repasser des extraits, etc. Enfin, donc finalement, il est pas marquant parce que il est bien foutu, mais sans prise de risque. Donc du coup, bien foutu, moi je suis sorti content. Et puis après, j'essaye de me rappeler un truc, et bah non, je m'en mêle. Et finalement, les films de Sam Raimi m'ont plus marqué, parce qu'il y a plus des trucs dedans. Après, c'est aussi différent. Les films de Sam Raimi, c'était les premiers qu'on voyait. Oui, bah, on les a aussi vus quand on était ado. Et puis dans une époque où il n'y avait pas des super-héros tous les 3 mois. Voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. Peut-être que, par contre, moi, quand j'ai vu, même si j'ai pas particulièrement été suremballée par le film, même si je reconnais que c'est quand même un très bon Peter Parker et autres, je me suis dit, j'aurais voulu être ado, et j'aurais voulu voir ce film-là en étant ado. Plus que les films de Sam Raimi. Oui, parce c'est plus positif. C'est plus positif. Les films de Sam Raimi, finalement, il était déjà tout de suite trop adulte, parce qu'il était en fin de lycée. Ouais, et puis ils sont plus... Les Osborn sont vraiment bof dans les films de Sam Raimi. Ouais, je suis pas d'accord, William Dafoe. Enfin non, ouais, William Dafoe est un bon bouffon vert et un Osborn moyen. Et puis James Franco, il est un peu chelou. Mais voilà, en fait, c'est celui-là, j'aurais voulu le voir en étant ado. Ouais, il est plus frais, il est plus punchy. Ceux de Sam Raimi, ils sont quand même, si tu compares au MCU d'aujourd'hui, ils sont quand même vachement plus sombres. Ouais. Entre, là, t'as la mort de l'oncle Ben qui est dure, t'as quand même, Octopus, quand il devient Octopus, à la base, c'est quand même un mec qui est sur le point d'être ami avec Peter Parker, et puis le gars, il se fait presque électrocuter au milieu d'une conférence de presse devant sa femme et tout. Ouais, je suis d'accord, effectivement, il a un côté plus sympa, mais du coup, c'est un bon blockbuster de l'été, mais dans la galaxie du MCU, c'est pas un film important. Et il est aussi bien que Ant-Man, il est aussi bien que Doctor Strange, il est aussi bien que les Gardiens. Et même là, finalement, je vais revenir Il est un peu moins bien que les Gardiens. Non, il est un peu moins bien que surtout que le 2. Mais même par rapport à Ant-Man, je vais quand même préférer Ant-Man à Spider-Man. Parce que Ant-Man, finalement, c'était le premier qui partait aussi loin, qui se différencie autant. Et là, j'ai l'impression qu'ils essayent tous de se différencier. Et d'une certaine manière, c'est très bien. Mais il y a moins cet effet de surprise que moi j'avais eu avec Ant-Man quand je l'ai vu.
Alors moi, si je vais faire la comparaison entre les deux héros amateurs de bestioles, je dirais que Ant-Man est mieux sur la réalisation, parce qu'il y a des trucs vraiment très chouettes sur la petitesse etc. Par contre, Ant-Man a un méchant qui est vraiment ultra, il est tout pété. Ultra cliché, zéro. Donc, alors que je préfère le vautour, clairement au Yellow Jacket. Au Yellow Jacket, j'allais dire le frelon, mais c'est presque un peu ça. Dans le grand monde des animaux. Mais voilà. Donc après, moi, je saurais pas dire lequel je préfère, mais voilà, effectivement, c'est des films un peu pour te faire patienter, les deux. Et puis là, le Spider-Man, il a quand même un côté message de Marvel qui dit hey, regardez, on a enfin fait un film Spider-Man où on contrôle un peu ce qui se passe. Voilà. Donc effectivement, il est sympa, mais je me dirais pas tu vois, je suis pas allé le revoir et je me dirais pas oh là là, je vais vite l'acheter en Blu-ray ou le prendre en VOD ou un machin. Si je tombe dessus, pourquoi pas, mais je vais pas me jeter dessus comme j'ai pu revoir Avengers par exemple, que j'ai vu un paquet de fois. Toi, Émilie, tu l'as vu? Oui. Moi, maintenant, tu me subis à aller voir les films avec nous. Alors, je sais pas si c'est un bon Marvel, mais pour moi, c'était un bon divertissement. Et en effet, c'est un peu inutile, ça apporte rien. Mais Tom Holland est un très bon Spider-Man, enfin un très bon Peter Parker. Et je trouve que ça fonctionne comme ça, quand un film pour pas se prendre la tête avec une bonne OST, et c'est suffisant. On peut rien lui demander de plus, clairement, il fait rien avancer, et il y a des scènes un peu grotesques, surtout celle du bateau, mais sinon, c'est un bon film, on passe un bon moment. Ouais, c'est ça, on passe un bon moment. J'avais raison quand je disais il est tout pété en sortant. Je pense qu'on n'a pas la même exigence aussi. Vous avez une notion du tout pété. Et du coup, pour finir sur Spider-Man Homecoming, on va faire un peu le point de vos avis. On vous avait posé la question, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et ça revient un peu à peu près à ce que nous on avait dit, enfin ce qu'on vient de dire. Voilà, effectivement. On a 58% des gens qui disent qu'ils ont passé un excellent moment, 15% qui disent qu'il y a des moments chouettes, et 9,4% qui disent que c'est leur nouveau film préféré. Donc voilà, donc on est vraiment sur, on a passé un bon moment. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui se voit aussi dans les personnages préférés, où c'est Spider-Man. Et Spider-Man est à, on va dire, 64%, et après vient le vautour qui est à 14%. Donc, mais et là, par contre, c'est réussi. On te vend un film avec Spider-Man, t'es là pour aimer Spider-Man et pas te dire, ah, il y a quelqu'un d'autre qui vient lui tirer la vedette. Donc ça, c'est très cool. Là, par contre, où c'est plus intéressant, et je n'avais pas le moyen de pousser cette question, c'est quand j'ai demandé aux gens de le classer. Et c'est finalement à égalité entre soit c'est le premier par rapport au film de Spider-Man, ou soit c'est le troisième. Et tu sens que le premier, pour moi, c'est soit des personnes qui viennent de voir maintenant en Spider-Man, qui n'ont pas spécialement grandi avec les films de Sam Raimi, et ceux qui ont voté 3, je pense qu'il y a juste les 1 et 2 de Sam Raimi juste avant. Et je pense que là, c'est plus un truc générationnel. Ouais, c'est sûr, s'il y a des gens qui ont voté en disant qu'ils mettent les deux Amazing devant, je vais chez eux et... Oui, on les défonce. Je pensais les attacher à un siège et leur faire passer les Sam Raimi en bouche, c'était moins violent comme méthode. Ah non, moi j'ai défoncé. Et là où par contre où je suis très très contente, c'est de voir que dans les personnages détestés, nous avons Ned. Bon, il y a aussi le Shocker. C'est vrai qu'on n'a vraiment pas parlé du Shocker, enfin des Shockers, bref, ils servent à rien. Non, là c'est vraiment du... C'est du fan service, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien à l'histoire, le personnage n'est pas particulièrement développé. Le seul truc que t'es content, c'est ah, il a des manches matelassées jaunes comme dans les comics, et c'est tout. Oui. Ça et sert, je pense que ça aurait été plus intéressant s'ils n'avaient pas dit le mot Shocker en fait. Oui. S'ils t'avaient mis un personnage avec des gants électriques et la veste jaune, mais sans qu'ils disent regardez, vous avez vu, on a mis le Shocker. Si t'avais juste hop la veste, les gants électriques et tu t'arrêtes là, ça oui, tu gardes son prénom normal. Hmm. Ouais, non, c'était un peu... comme le... Comment il s'appelle? Le mec qui croise dans la prison à la fin, qui est censé être le scorpion. Bah voilà, ça, ils ont juste le nom du gars. Oui. Que j'ai oublié. Mais de toute façon, j'avais même pas vu que c'était le scorpion parce que j'avais pas compris que son tatouage sur le cou c'était un scorpion. Ah bon. Moi non plus.
Moi, je croyais que c'était un vieux truc dégueulasse. C'était un vieux truc dégueulasse qui ressemble à un scorpion. Ouais, c'est un scorpion un peu tribal, donc Ah je sais non, plus mais... un truc comme ça. Enfin, ouais. Mais tu vois, ça, par exemple, c'est un clin d'œil qui est plus subtil. Où Oui. il dit, bah, t'as le nom du personnage, le tatouage. Mais ouais. Mm. Mais donc, effectivement, si on veut conclure sur Spider-Man Homecoming, je pense que notre avis est à peu près le même que le vôtre, c'est-à-dire que c'est un film sympa à regarder, mais qui va pas rentrer dans le panthéon, pas dans le top du MCU. Non. Mais après, ça fait du bien et enfin, il faut quand même reconnaître, quand on nous a dit « Ah, on va y avoir un nouveau film Spider-Man », on était là « Non, c'est bon, juste arrêtez, on vient d'avoir Amazing, les deux, et encore le 1, je trouve pas si horrible que ça, le 2 vaut vraiment beaucoup, mais on n'en avait pas particulièrement envie. Le 2, je pense que c'est le pire film de toute la filmographie de Jamie Foxx. Ouais. Voilà. Oui. 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 Mais oui, effectivement, avant d'avoir le trailer et tout ça, on n'avait pas trop on avait envie. un peu peur, et finalement... Donc, rien que pour ça, quand même, Sony peut remercier Marvel Studios parce que ils se sont bien débrouillés. Et c'est pas juste parce qu'il est intégré au MCU. Non. T'enlèves Iron Man, c'est sympa quand Iron même. Man, c'est sympa quand même. Et sans transition, parce que vous le savez, on fait jamais de transition, on ne sait pas les faire, on va passer aux questions que vous nous avez adressées. Voilà. Et on commence par la première question qui a été postée par Mem et qui nous demande, comment s'intègre le film dans le MCU? Est-ce que c'est juste un échange de personnages Spider-Man chez les Avengers contre un Avengers dans Spider-Man? Ou est-ce que ça va plus loin? Alors, c'est toute une histoire et ça remonte à très très longtemps. En tout cas, on a les premières infos à partir de 2014 quand les mails de Sony ont été hackés et on en sait un peu plus entre les échanges de mails entre Amy Pascal, donc c'est Madame Sony, et Kevin Feige, donc c'est Monsieur Marvel Studios. Donc au début, Marvel Studios était juste là en consultant, puis ils ont commencé à s'échanger des scénarios avant de passer à une intégration du MCU. Évidemment, il y a eu plusieurs échanges de scénarios un peu échoués et autres, mais finalement, ils ont réussi à trouver un accord qui convenait à tout le monde, surtout qui pouvait rapporter de l'argent à tout le monde. En gros, ça voulait dire que Marvel Studios s'occupe du scénario, du choix des réalisateurs, des acteurs, et du tournage. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc finalement, on doit Tom Holland à Kevin Feige. Sony, eux, ils gardent le contrôle créatif, la gestion du marketing et des droits de distribution. Voilà, parce que c'est eux qui ont les droits, c'est eux qui vendent ça, et c'est pour ça que en France, ça s'est surtout vu en France. Marvel France a moins publié de contenu lié à Spider-Man que Sony. D'ailleurs, Marvel France s'est juste limité à diffuser 2 trailers. Et puis voilà, ils n'ont pas plus mis en avant. D'ailleurs, si on regarde sur leur page Facebook, là, bon, ils sont en plein dans mais sinon, ils étaient en plein dans un peu la promo maintenant du DVD pour les Gardiens de la Galaxie. Donc voilà. Mais Kevin Feige le dit assez bien, c'est une production Sony d'un film Marvel Studios. Voilà, c'est eux qui gèrent tout, mais c'est pas eux qui vont en récolter les lauriers, même si on en doit beaucoup. Donc finalement, c'est bon pour tout le monde. Hein. Sony, ils ont enfin un reboot qui tient la route, et Marvel Studios peut s'amuser avec Spider-Man. La question suivante, elle nous vient de Captain Raziel, qui nous dit: qu'est-ce qu'il est possible d'attendre d'Avengers 4? Y a-t-il eu des comics où l'Infinity War est en 2 parties? Alors, qu'est-ce qu'il est possible d'attendre d'Avengers 4? Tout. Bah écoutez, tout en fait. Finalement, on sait que il va être forcément un peu lié à Avengers 3, mais on sait qu'il sera pas la suite directement d'Avengers 3. Donc nous, effectivement, on s'était déjà amusé à faire des paris, à évoquer les Secret Invasion ou des points comme ça. On peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à peut-être des héros qui ne seront pas dans Avengers 4, qui seront peut-être morts dans Avengers 3. Ouais, en fait, on sait plus... quand ils avaient annoncé Avengers 3 et 4 en disant c'est un Infinity War en 2 parties, ça nous semblait assez logique. On pouvait faire des suppositions de Thanos qui est dans l'espace dans le 1, et puis après qui arrive sur Terre dans le 2, enfin, ça semblait assez logique. Enfin, là, comme ils ont dit, finalement, non, Infinity War c'est juste le 3, qu'on sait pas ce que ça va être, on sait pas comment ça va finir, on sait juste que c'est ensemble, mais
Et puis aussi, il faut prendre en compte les films qu'il va y avoir entre les deux Avengers, et notamment Captain Marvel, et comme on l'a dit dans la partie des news, Captain Marvel avec les cris qui se passent dans les années 90. Donc, est-ce que vraiment on a le Secret Invasion? Ça serait trop bien d'avoir le Secret Invasion. Non mais voilà, là on est sur tout le champ des possibles. Et très rapidement, la question sur les comics. Aujourd'hui, il faut plus tenir compte des constructions des comics pour les films, donc vraiment, c'est pas un point qui pourrait nous donner des pistes sur ce qui va se passer. Autre question qui nous vient de Toine, qui nous dit: ça vous gêne autant que moi que Thor ne dure que 2 heures et pas 4? Donc en effet, Thor va durer 1h42. C'est le film le plus court du MCU. Mais alors, moi je crois qu'on avait déjà eu une question de cet ordre-là pour un autre film. Et je vais dire que, en fait, pas du tout. La longueur d'un film n'est absolument pas critère de qualité ni d'intérêt. Si je prends d'autres films qui n'ont rien à voir, l'Empire contre-attaque et Jurassic Park sont des films qui durent 2h07. Qui peut me dire que c'est des mauvais films qui sont trop courts ou qui... Bah non, voilà, c'est des très bons films. Le Jurassic Park est quand même un film qui a amené un univers qui n'existait pas en plus, qui n'est pas intégré dans un truc complet. Ils ont mis introduction, explication des dinosaures, dénouement, résolution, etc. Donc clairement, moi j'ai aucun a priori sur 1h42 de film. En plus, si c'est un buddy movie un peu psyché, un peu barré, qui va à 100 à l'heure pendant 1h42. Il faut pas que ce soit trop long, sinon au bout d'un moment, soit ça tourne en rond, soit tu vas avoir des combats trop longs, soit tu vas avoir des enchaînements de blagues qui t'intéressent pas, ou ils vont te mettre des planètes en plus pour te mettre des planètes en plus, mais tu t'en fous. Enfin, le risque, c'est vraiment qu'il y ait du contenu qui apporte rien. Donc, moi, je pense que sur un film à rythme élevé, comme ça a l'air de l'être, 1h42, c'est très bien. Il n'y a pas besoin. Ça se trouve, le film va faire 1h42, ça va aller à 100 à l'heure, on va en sortir lessivé et on va se dire c'était trop bien. Et voilà, ça fait 1h42. D'ailleurs, Baby Driver de Edgar Wright, il est pas très long, hein, si je me souviens bien. Non, effectivement, et si on parle des derniers films qu'on a kiffé, on en parlait avant d'enregistrer. Dunkerque, il est aussi pas très long. Enfin, ça prouve que si le rythme est bon, il n'y a pas besoin de faire trop long. Et en même temps, juste parce qu'on n'était pas capable de tenir un truc à un rythme effréné. Donc, effectivement, je viens de regarder, Baby Driver fait 1h53. Et ben voilà. Donc non, c'est très bien, et puis ça nous évite le fameux quart d'heure de ventre mou. Et on va finir par... donc c'était pas une question, mais c'était Loïc qui voulait absolument préciser ce point, et il avait raison. Donc il voulait qu'on précise que, comme lui, il y a des gens... Donc il voulait qu'on précise que, comme lui, il y a des gens qui sont attachés à la continuité dans le MCU, et ils sont un peu déçus des problèmes de temporalité avec Spider-Man Homecoming, parce que... pour plusieurs points, le fameux saut dans le temps de 8 ans, pareil, ça serait pas trop top. Et surtout, ce qui pose problème, c'est que dans Spider-Man Homecoming, on n'en a pas parlé puisque vraiment ça ne sert à rien, mais dans Spider-Man Homecoming, on voit le Damage Control, donc c'est une nouvelle identité créée par Tony Stark, qui vient déblayer New York suite aux événements des Avengers, sauf que jusqu'à présent, on a toujours vu que c'était le SHIELD qui s'en était occupé, et là, il n'y a plus le SHIELD. Mais il y a Damage Control, donc pourquoi en fait? Pourquoi ne pas avoir gardé cette idée du SHIELD et pourquoi avoir créé Damage Control? En plus, il n'y a aucune explication, c'est pas vraiment bien utilisé. Parce qu'ils n'ont pas fait de... Ils auraient développé une animosité autour contre Tony Stark, ça aurait pu avoir du sens, mais finalement c'est très peu présent. Donc voilà, donc il voulait préciser ces points-là, donc il a eu raison, et c'est pour ça qu'on vous en parle. Et ben voilà, c'est tout pour nous. Et oui, c'est la fin de ce 12e épisode. On va faire une petite pause en août, on va prendre quelques vacances et nous vous donnons rendez-vous début septembre pour vous parler de The Defenders qui arrive sur Netflix le 18 août. Voilà. Salut Basile, salut Émilie. Salut. Salut tous les gens. Salut tout le monde. On avait derrière toi un truc.
La promo de Thor est juste oufissime, parce que là, il y a un énorme orage à Paris, il y a des éclairs tout partout. Émilie a mi-peur, mi-fascinée, je sais pas. On est obligé de poser nos phrases pour pas que le tonnerre s'entende trop derrière. On va voir si ça marche au montage.